Des transferts qui dépassent régulièrement les 8 chiffres, des salaires encore plus importants qui nous font perdre toute notion de l'argent, des États prêts à dépenser des sommes pharaoniques pour gratter un peu de notoriété sur le ballon rond. Le football, ces 2 dernières décennies, s'est complètement transformé sous le poids des puissances économiques, à tel point qu'aujourd'hui on a l'impression que ce qui se passe en dehors du terrain a pris le pas sur l'essence de notre passion, le rectangle vert. Aujourd'hui, j'ai voulu comprendre comment on en était arrivé là, comment on en était arrivé à cette situation, comment les transferts et leur marché ont évolué à travers l'histoire, notamment depuis la fin du 19e siècle, d'un moment où les clubs pouvaient interdire à leurs joueurs, pourtant en fin de contrat, de s'engager autre part, à un moment où désormais des joueurs qui sont encore en contrat avec des clubs peuvent mettre la pression sur ces derniers pour exiger un transfert dans un autre club. Bref, on va retracer tout ça dans cette vidéo. Installez-vous confortablement, c'est parti générique. Pour comprendre au mieux l'évolution du marché des transferts dans le football, il faut faire un grand bond en arrière, un grand bond dans le passé, direction les années 1880. Se développant alors à vitesse grand V, le football voit à ce moment-là sa fièvre s'étendre dans toute l'Europe, notamment au sein des entreprises ouvrières qui forment des équipes et s'affrontent dans des championnats organisés. Les joueurs sont alors des ouvriers qui jouent dans l'équipe de leur entreprise et ils sont donc liés à leur entreprise et donc à leur équipe par des contrats de travail, sauf qu'à ce moment-là, contrairement au marché du travail classique, les joueurs ne peuvent pas changer d'entreprise et donc de club comme ils le souhaitent. Non, les transferts sont très largement contrôlés par les clubs. Pour vous la faire courte, à ce moment-là, les joueurs sont considérés comme une totale possession des clubs qui eux peuvent décider de les garder autant qu'ils le souhaitent et ils sont même autorisés à réduire autant qu'ils le veulent le salaire de leurs joueurs sans que ces derniers ne puissent rien faire. Pire encore, même s'ils sont en fin de contrat, les joueurs ont besoin de l'autorisation de leur ancien club pour s'engager dans une autre équipe, une autorisation à laquelle s'ajoute une indemnité de transfert. C'est ce qu'on appelle le système de retain and transfer, censé protéger les petits clubs en leur permettant de garder le plus longtemps possible leurs meilleurs joueurs. On va pas se mentir, à ce moment-là, le système est tout simplement archaïque. En plus, je ne l'ai pas mentionné, mais il y a également un salaire maximum qui est imposé, un salaire maximum qui est souvent très bas, quasiment au niveau du SMIC. Mais pourtant, si le football continue à amasser toujours plus de supporters dans les tribunes, ce rapport de domination strict et unilatéral entre le club et ses joueurs perdure au fil des années, et c'est d'ailleurs ce que va dénoncer à ce moment-là la star du football Raymond Kopa, joueur de Reims passé par le Real Madrid, qui va en 1963 utiliser le terme d'esclave pour qualifier la condition du footballeur professionnel, seul homme, je cite, à pouvoir être vendu et acheté sans qu'on lui demande son avis. Vous l'aurez compris donc, jusque dans les années 60, les clubs sont les seuls maîtres lors des transferts qui existent d'ailleurs et qui sont plutôt monnaie courante, car oui, ça arrive que des clubs acceptent de laisser partir certains de leurs joueurs sans que ça aille au clash, ce qui fait qu'on assiste souvent à des transferts, comme celui de la star galloise John Charles de Leeds à la Juve en 1957 pour 65 000 livres, ou encore un peu plus tard celui de Luis Suarez du FC Barcelone à l'Inter Milan, pour 152 000 livres, un record à l'époque. Mais bon, on va pas se mentir, pour la majorité des joueurs, les transferts et plus globalement les conditions de travail sont terribles, à tel point qu'au bout d'un moment, ils vont se faire de plus en plus nombreux à critiquer ce marché des transferts asymétriques, à dénoncer ce système qui les empêche d'avoir leur mot à dire sur leur futur, et pour cela ils vont décider de faire ce que leurs anciens collègues ouvriers font déjà depuis plusieurs décennies, se rassembler et s'organiser dans des syndicats de joueurs. Bon, évidemment, le syndicalisme des footballeurs n'a pas attendu les années 60 pour être créé. En fait, dès 1907 avait été fondée à Manchester l'Association of Football Players and Trainer Union, l'AFPTU, qui revendiquait la fin des salaires plafonnés et la fin du système de retain and transfer. Sauf qu'à ce moment-là, toutes ces revendications avaient été mises sous le tapis par la Fédération de football anglaise, qui avait tout bonnement pris la décision de suspendre tous les joueurs affiliés à l'AFPTU. Sauf que finalement, à force de persévérance des joueurs syndiqués, et grâce aussi à la force collective, les choses vont peu à peu évoluer, notamment dans les années 60, lorsqu'un joueur anglais, George Eastham, décide d'attaquer son ancien club de Newcastle qui avait refusé de le laisser partir.
lors d'un procès qui lui donnera raison, un procès qui met alors enfin un terme au système des transferts tel qu'il existait depuis 1893, puisque désormais, en plus du fait qu'il n'y a plus de salaire maximum, eh bien les joueurs en fin de contrat peuvent décider librement de rejoindre un autre club si et seulement si leur ancien club ne leur a pas proposé un contrat au moins aussi intéressant que le précédent. Dans le même temps, les choses vont aussi évoluer dans d'autres pays d'Europe, comme en France, où la création de plusieurs syndicats de joueurs se fait, comme par exemple l'UNFP, créé en 1961, qui permet là aussi de faire avancer la cause des footballeurs, sans pour autant que le rapport de domination ne s'inverse véritablement. Parce que oui, si elle permet d'améliorer quelque peu la condition des joueurs, notamment dans les transferts, eh bien la victoire apparente des joueurs lors du procès de 1963 n'est finalement pas si triomphante que ça, elle ne va finalement pas changer grand chose parce que les conditions restent tout de même très précaires pour les footballeurs. D'ailleurs, à titre d'exemple, à ce moment-là, si un club veut se débarrasser d'un joueur, eh bien il peut décider de ne plus lui verser de salaire du tout en attendant que ce joueur ait trouvé un autre club qui serait prêt à payer à l'ancien club une indemnité de transfert souvent très élevée. Et cette situation qui perdure, ça va pousser en 1974 la légende de Leeds Billy Bremner à publier un texte pour dénoncer la condition des joueurs qu'il compare à celle d'un esclave blanc, selon le titre de son ouvrage. Vous l'aurez compris, jusqu'au début des années 90, le marché des transferts est totalement dominé par les clubs qui font à peu près tout ce qu'ils veulent. Les joueurs, même quand ils sont en fin de contrat, ne sont pas totalement libres. Et en plus de ça, eh bien les transferts entre les clubs étrangers, même s'ils existent, sont largement limités par les quotas de joueurs étrangers dans chaque équipe, qui obligent donc les clubs à recruter, ou en tout cas à avoir essentiellement des joueurs qui viennent de leur pays. Et cette situation va durer jusqu'en 1995, et une décision rendue par la Cour de justice des communautés européennes qui va absolument tout changer. Le 15 décembre 1995 donc, la face du football et des transferts va changer à jamais lorsque la Cour de justice des communautés européennes, saisie par le joueur belge Jean-Marc Bosman, lui rend un jugement favorable en déclarant illégal le fait que son club, le FC Liégeois, ait refusé qu'il parte à Dunkerque sans indemnité de transfert alors que son contrat était pourtant bel et bien terminé. Par cet arrêt dit Bosman, la Cour reconnaît ainsi aux joueurs une liberté totalement inédite dans les transferts, dans le processus de décision des transferts, puisque désormais, à partir de ce moment-là, les joueurs, à la fin de leur contrat, seront libres de s'engager dans n'importe quel club de l'Union européenne, et ce sans indemnité de transfert, c'est très important, ce qui va complètement bousculer le rapport de domination qui était jusqu'alors en place dans les transferts. Mais au-delà de ce premier point qui est déjà très important, l'arrêt Bosman va aussi et surtout révolutionner le football et révolutionner les transferts à travers une autre mesure, en supprimant les quotas de joueurs étrangers ressortissants de l'UE par équipe. En fait, jusque-là, les clubs ne pouvaient aligner que jusqu'à 3 joueurs d'une autre nationalité que celle du club dans leur équipe, et désormais donc après cet arrêt, eh bien les clubs peuvent avoir autant de joueurs étrangers qu'ils le souhaitent, et c'est ce point très précis qui va absolument tout changer, puisqu'il va permettre l'émergence du marché des transferts tel qu'on le connaît aujourd'hui. Car ne souhaitant pas voir leurs joueurs partir gratuitement à la fin de leur contrat, les clubs vont, à partir de ce moment-là, multiplier les achats et les ventes de joueurs encore sous contrat, ce qui va faire exploser le marché des transferts. Et évidemment, avec la fin des quotas, eh bien les clubs les plus riches vont pouvoir faire venir n'importe quel joueur en offrant une indemnité de transfert et un contrat toujours plus juteux, ce qui va finalement plonger le football dans un cercle vicieux où les montants dépensés explosent de mercato en mercato. 15 millions d'euros payés par le FC Barcelone pour Ronaldo, 18 par Newcastle pour Shearer, 32 par l'Inter pour Vieri. Entre 1995 et 2001, le record du plus gros transfert de l'histoire est battu à 8 reprises, 8 fois en 6 ans, une période au cours de laquelle le monde du football assiste aussi à l'apparition de la première équipe de superstars, les Galactiques du Real Madrid, avec Figo, Zidane, Ronaldo et David Beckham. Désormais, dans le football, l'argent est roi, et malheureusement, ce n'est alors que le début, car ce phénomène qui voit l'arrivée dans leurs effectifs des meilleurs joueurs d'Europe, eh bien ça va rendre les clubs les plus riches, encore plus puissants, avec notamment une hausse des revenus liés au marketing et aux droits TV, et évidemment, eh bien, dans un second temps, ça va aussi attirer dans le football de nombreuses très grosses fortunes, puis même des États en quête de soft power et de notoriété,
qui vont à leur tour complètement dérégler un mercato déjà irrationnel. Abramovich à Chelsea, les Glazers à Man United, les Émirats Arabes Unis à Man City, le Qatar au Paris Saint-Germain ou même plus récemment l'Arabie Saoudite à Newcastle. Depuis l'arrêt Bosman, s'est ainsi formé dans le football une véritable oligarchie de super clubs, soit historiquement très riches, soit nouveaux riches. Une oligarchie qui, en plus de gagner chaque année ou presque la Ligue des Champions, ainsi que les différents championnats respectifs, concentre aujourd'hui et malheureusement la très grande majorité des dépenses effectuées sur le marché des transferts. Au-delà de ça, l'un des autres impacts majeurs qu'a eu l'arrêt Bosman sur le marché des transferts, c'est que désormais les joueurs, aidés par des agents devenus omniprésents dans les transactions, sont passés de dominer à clairement mettre dans les négociations, que ce soit dans les négociations de contrats ou même dans les négociations de transferts, en pouvant faire jouer la concurrence entre les clubs pour que les salaires proposés montent en flèche, ou en pouvant aussi menacer plus ou moins directement leur club d'un départ gratuit à la fin de leur contrat, une menace souvent utilisée par les joueurs, soit pour obtenir une prolongation plus juteuse, ou alors pour être plus rapidement transféré dans un autre club. Vous l'aurez compris, depuis 30 ans et ce fameux arrêt Bosman, le marché des transferts a énormément évolué, mais pourtant aujourd'hui il se pourrait qu'on soit à l'aube d'une nouvelle véritable transformation, d'une nouvelle révolution, avec le développement et l'émergence dans le football de la multipropriété des clubs, un phénomène qui donne lieu à de toutes nouvelles façons d'agir sur le marché des transferts, à de tout nouveaux transferts qui n'auraient jamais eu lieu auparavant, où les contournements des règles et du fair play financier ainsi que les conflits d'intérêts sont clairement légion, ce qui pourrait donc dans les prochaines années très largement transformer le marché des transferts, révolution évidemment qu'on va suivre avec intérêt. Et donc voilà l'équipe, c'est la fin de cette vidéo sur l'histoire des transferts. J'espère que vous avez appris des choses, c'est vraiment le principal. L'histoire, vous en doutez, est très dense, donc j'ai essayé d'être synthétique, d'être succinct. Évidemment, il y a certains faits que j'ai pas pu mentionner pour quand même que cette vidéo soit digeste, mais j'ai pris énormément de plaisir à faire autant de recherches, à lire pas mal de bouquins. Je vous mets toutes les sources en description, il y en a pas mal. Donc pour ceux qui sont intéressés par le sujet, n'hésitez pas. Ou même n'hésitez pas à commenter, qu'on en discute. Tout ça, ça pourrait être intéressant. En tout cas, voilà, c'est à peu près l'histoire globale des transferts, comment on est passé d'un extrême à l'autre. Bref, l'équipe, merci à vous, merci du soutien sur cette saison, ça a été incroyable, ça me fait trop plaisir et j'espère que la saison prochaine sera encore plus folle. On se retrouve donc dans 2 ou 3 semaines pour la prochaine vidéo. C'était Val, peace.